Bonjour à vous. Alors aujourd'hui une vidéo pour convaincre les sceptiques. Vous dites oui, le rapport entre le cinéma et la géopolitique, l'induction de l'inconscient collectif par la narration truquée des films, ouais, ça ne peut pas avoir d'impact, c'est surévaluer Alors, laissez-moi donc vous prouver que les films aux mains de la mouvance juive sioniste d'Hollywood induisent tout à fait le futur qui va se produire dans la réalité. Alors, pour ça, on va partir d'un film, de l'analyse d'un film tout simple qui est Bloodsport. First fight in the Kumite, he broke the fucking world record! Yeah! My buddy! Bloodsport est un film qui sort en 1988 et la star du film c'est Jean-Claude Van Damme. Donc le Belge qui va faire le con pour les Américains. La symbolique du grand écart de Jean-Claude Van Damme, c'est le grand écart entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire les Européens qui vont se prostituer pour les Américains. Avec l'antagonisme de l'Europe catholique résiduelle, avec le judéo-protestantisme qui essaye d'absorber la culture européenne au profit de l'établissement d'un monde marchand globalisé. Hein. Excusez-moi, si vous connaissez un peu l'histoire, guerre de 7 ans, guerre caribéenne, c'est la disparition des empires catholiques français et espagnols, puis Révolution française, et dégradation de la catholicité française au profit de l'hégémonie anglaise, libérale, et de l'ère marchande anglaise qui s'impose, si vous voulez, en contrepoint de régimes religieux en faillite. La Révolution française va dégrader l'Europe, hein, avec le sursaut napoléonien que ça va produire. Et puis, alors en plus de dégrader la catholicité, les judéo-protestants dégradent les orthodoxes. Hein. On parlera du bolchevisme mis en place par les Anglais. Quand le libéralisme cède la place au néolibéralisme américain, les Américains continuent la dégradation de la branche orthodoxe par la guerre froide et continuent l'absorption et la superficialisation du bloc européen par on voit là le marché transatlantique, c'est l'absorption de l'Europe. Alors c'est là que les Européens devraient se réveiller, c'est que la culture judéo-protestante est plus superficielle que les leurs. C'est très simple, hein. Les États-Unis, ce sont des gens qui ont été envoyés superficialisés dans la nature par les Européens. Le fait de se faire soumettre par des cultures plus superficielles qu'on a envoyées superficialisées dans la nature devrait, si on était un peu logique, amener à se poser des questions. D'autant plus que les Américains ont été envoyés superficialisés dans la nature, majoritairement par les Anglais au départ. Hein. C'est-à-dire que bah oui, c'est pas l'Amérique francophone qui décide aux États-Unis ni au Canada. C'est le pôle anglo-saxon. C'est-à-dire que des gens envoyés superficialisés dans la nature par les Anglais sont en train, pour les Anglais, la City Wall Street, d'essayer de dégrader le patrimoine européen résiduel au profit d'un monde marchand plus superficiel. Et au fur et à mesure, Israël croît. Hein. Plus les guerres de déportation de la culture anglo-saxonne sont accentuées, plus Israël croît. Parce que les guerres de dégradation qui établissent un monde marchand en faisant les poches des cultures religieuses résiduelles, ça superficialise la donne au profit du judaïsme. Hein. C'est pour ça que les juifs sionistes ont toujours accompagné les erreurs de déportation du bloc atlanto-sioniste, si vous voulez. Et donc, bah oui, alors, après la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, il y a l'antagonisme entre le bloc russe qui reste à dégrader pour établir la domination marchande américaine complète, qui pensait avoir réussi quand il dégage Gorbatchev dans les années 90. En 1985, l'URSS est une superpuissance en déclin. Le pays est épuisé, sclérosé. Mikhail Gorbatchev, le nouveau secrétaire général du Parti communiste à 56 ans, il représente la nouvelle génération qui veut moderniser le système. Nous étions dans l'impasse, notamment en ce qui concerne la course aux armements. On est allé au-delà de nos forces.
L'idée a commencé à germer qu'une reconstruction économique était nécessaire. Gorbatchev lance alors la perestroïka, une libéralisation de l'économie et de la politique dans le cadre du régime communiste. Il permet la critique du système. En Europe de l'Est, les pays satellites commencent à s'émanciper. En 1989, le mur de Berlin tombe et Moscou laisse faire. Gorbatchev a donné à nos troupes l'ordre de rester dans les casernes. Nos troupes sont donc restées dans les casernes. Gorbatchev avait apporté une nouvelle doctrine. Il considérait que les peuples devaient pouvoir disposer d'eux-mêmes. Ce vent de liberté déborde vite des pays satellites et atteint l'Union soviétique. Le Caucase se rebelle contre Moscou, les pays baltes suivent, la Lituanie déclare son indépendance. Cette fois, l'intégrité de l'URSS est menacée. En janvier 1991, Moscou intervient, l'armée tire sur les manifestants. Notre seul moyen de défense, c'était nos citoyens. Les citoyens lituaniens étaient très préoccupés par notre indépendance et ils pouvaient ensemble défendre nos principaux bâtiments. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées autour de notre tour de télévision. Ils n'avaient pas peur. 14 d'entre eux sont morts. L'armée soviétique finit par se retirer. Un petit peuple non armé a fait reculer Moscou. Au printemps 1991, les démocrates continuent de gagner du terrain. Les conservateurs tentent alors un putsch et les chars entrent dans Moscou. Mais la population résiste et le coup d'État échoue. Dans les mois qui suivent, les républiques soviétiques proclament une à une leur indépendance. Le 8 décembre, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus proclament la fin de l'URSS. Le 25, Gorbatchev démissionne et le drapeau rouge est retiré du Kremlin. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Et nous, on se situe en 88 avec Bloodsport au moment où Reagan va laisser sa place à Bush, et c'est sous Bush que le communisme va tomber, si vous voulez. Et alors, quel est l'intérêt de Bloodsport dans cette histoire? Bloodsport, c'est Van Damme qui fait le tapin pour les Américains et surtout pour les Juifs sionistes, alors qu'il n'est pas de cette culture. Je dis ça parce que ça permet un peu de faire la différenciation. Dans Bloodsport, alors j'ai mis un contexte historique pour que vous compreniez dans quel rapport de force on se situait, si vous voulez. Hein. On a compris que le bloc atlanto-sioniste était un bloc superficiel mais mieux organisé, qui contaminait, et notamment par les effets de mode, les autres pays pour les soumettre. Hein, et que les autres pays, ce sont des cultures en état de faillite résiduelle moins superficielles qui sont progressivement absorbées par leur laxisme, si vous voulez, que le judéo-protestantisme sait très bien exploiter. Et donc, toute personne qui va travailler par Hollywood, qui est une machine de propagande judéo-protestante, va faire le tapin et prêter ses services à cette contamination, si vous voulez. Et donc, dans Bloodsport, l'idée, c'est de continuer la contamination de la Corée du Sud, puisque vous savez que dans l'antagonisme entre Russie et États-Unis, hein, au niveau de la guerre froide, les Russes ont bloqué les Américains au Vietnam et en Corée du Nord. La Corée du Sud s'est convertie à l'American Way of Life, mais tout pays qui se convertit à l'American Way of Life n'est pas supposé être aussi superficiel. Ce qui fait que, par exemple, les Allemands ou les Coréens du Sud réussissent mieux dans le modèle américain que les Américains eux-mêmes. Et les Américains l'ont mauvaise de ce côté-là, et c'est pour ça qu'ils continuent leur progression au niveau de la superficialisation. Ce qui fait que Jean-Claude Van Damme, dans Bloodsport, il incarne Frank Dux, qui est un juif dont les parents sont des rescapés de la Shoah. Hein, c'est un Canadien dont les parents sont juifs rescapés de la Shoah, et qui est en fait un mythomane qui s'est octroyé dans le monde des arts martiaux des titres qui sont imaginaires, si vous voulez.
Il représente le guerrier juif mythomane qui impulse à la mouvance américaine la contamination par l'inversion accusatoire, si vous voulez. Et donc, Van Damme incarne Frank Dux, donc il est dans la mouvance judéo-protestante et la propagande pro-israélienne, hein, on va le dire comme ça, et à la fin, il bat un Sud-Coréen montré comme le méchant et le tricheur, si vous voulez. Break my record. Now I break you, like I break your friend.
Alors qu'on sait bien que les Américains, dans les rapports internationaux et surtout commerciaux, trichent, maquillent, parce qu'ils ont la main, évidemment, sur les lois internationales et ils peuvent les trafiquer comme ça les arrange, si vous voulez. Donc on sait bien qu'ils sont les tricheurs dans ces rapports de force. Je dis pas que les autres sont vertueux, hein, mais d'une manière générale, c'est surtout ça. Et il y a qu'à voir à un autre niveau le dopage. Aujourd'hui, on accuse toujours les Russes de se doper. Évidemment, on se pose pas la question de savoir pourquoi un nageur américain est capable de faire 8 médailles dans une série de Jeux Olympiques. Et puis, si vous voulez, courir 5000 mètres, vous voyez, en sortant d'une course de natation, si vous voulez. Hein, il peut courir, il peut faire le marathon aussi pendant qu'il y est. Il peut aller sur la Lune, il peut tout faire. Et on se demande pas pourquoi les Américains se font jamais choper sur les séances antidopage. C'est parce que, évidemment, ils ont mis au point des formules de dopage qui sont indétectables. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I want all of you to know that today I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. Making these false statements to federal agents was an incredibly stupid thing for me to do. And I am responsible fully for my actions. I have no one to blame but myself for what I have done. To you, my fans, including my young supporters, the United States Track and Field Association, my closest friends. Et évidemment, ils font les marioles en accusant les Russes qui se dopent hein, aussi, mais moins, si vous voulez. Hein. Et souvent, les Russes qui se dopent, ce sont des Russes qui ont été faire des stages aux États-Unis. Il faut le savoir. Bon, bref. On peut dire... on va pas dire que parce que faut aussi dire, entre l'antagonisme entre Russes et Américains, il y a quand même des points communs, hein. On va pas dire que c'est les méchants contre les gentils. Les Russes sont pas les gentils, si vous voulez. Ils sont un peu plus vertueux et un peu moins immoraux. Mais c'est quand même proche, hein, au niveau des deux. C'est pour ça que le mimétisme contaminateur entre Trump et Poutine va être intéressant à voir. Ils ont dégagé, les Américains, Clinton, là, actuellement, parce qu'elle était trop gauchiste et pas à la hauteur de Poutine. Et ils ont mis Trump, qui est un peu plus viril, si vous voulez, mais qui est toujours sioniste. Hein. C'est juste du sionisme de droite. Hein. Donc, on va voir si les Américains, si les Russes sont dupes et vont se faire avoir. Bon. Bref, nous on revient dans les années 80 avec notre ami Jean-Claude Van Damme qui avec son grand écart se retrouve aux États-Unis à faire le tapin pour la mouvance juive pro-israélienne et anti-arabe. Et vous regardez dans Bloodsport, contrairement à ce que disent les réalisateurs de JCVD qui disent oui, Van Damme il a jamais rien fait contre les Arabes. T'as vu la tronche qu'il a l'arabe dans ce film? T'as vu la barbe? C'est un arabe, ça t'a déjà vu un type comme ça dans un avion, dans un métro, dans un bus? Il me ressemble, tu vas me dire. Il date de 86 ce film. Et alors, ça t'arrive jamais de voir un truc et des années plus tard t'as une idée, tu te souviens même plus que c'est un truc que t'avais vu avant. Bon, allez, arrête, hein. Chuck Norris qui a donné l'idée du 11 septembre à Ben Laden, c'est des conneries. En tout cas, Chuck Norris, il bosse pour la CIA. Ah bon, tiens, c'était Schwarzenegger. Bien sûr, True Lies, c'est du poulet, t'as vu comment ils s'énervent les Arabes dedans, on dirait des hyènes qu'on égorge. Mais dans un film d'action, il faut bien qu'il y ait des méchants. C'est bien ce que je te dis, dans les années 70 c'était les Viettes, et maintenant c'est les Arabes. Et Stallone dans Rambo 3, Rutger Hauer dans Mort au Vif, Bruce Willis dans Couvre-Feu, Steven Seagal dans Ultime Décision, comment il s'appelle, Mark Wahlberg qui va se battre contre tout l'Irak, Jean-Claude Van Damme. Il a jamais tapé sur les Et là, armes. vous dites, Jean-Claude Van Damme, dehors. C'est absolument pas vrai. Et comprenez bien, il y a une différence entre Van Damme, la personne, qui lui n'a absolument rien contre les Arabes, j'en suis pratiquement sûr. I love my brother Muslim. They love martial arts. I love them. I love everybody on earth. Mais il y a une différence entre Jean-Claude Van Damme et le système pour lequel il travaille. C'est ce qui fait que, en tant qu'Européen, vous devriez vous poser la question si vous avez bien calculé la culture américaine. Parce que on va pas critiquer Van Damme pour avoir réalisé le rêve américain, hein, devenir millionnaire, faire du cinéma, avoir accès aux sphères pré-élitistes, pouvoir voyager en hélicoptère, voir des chefs d'État. On va pas critiquer Van Damme pour ça. Non, on va on raisonne nous dans l'absolu, c'est-à-dire
vos rêves, est-ce que des fois vous avez conscience de ce que ça induit et de pour qui vous tapinez, si vous voulez? Parce que c'est comme quand vous écoutez une musique de Queen. Vous vous l'appropriez pour votre propre univers. Mais si vous regardez les paroles et que vous les décryptez, c'est atterrant de platitude et de nullité. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre la superficialité anglo-saxonne et la culture européenne, si vous voulez. Et ce manque de lisibilité fait que parfois les gens ne se rendent pas compte de la différence et de la... On considère toujours l'autre avec une erreur de vision, ce qui fait que parfois on peut se retrouver à faire le tapin pour des cultures avec lesquelles on n'est pas en adéquation. En l'occurrence, Van Damme n'est pas un type qui a quelque chose contre les Arabes, mais dans Bloodsport, excusez-moi hein, pour les types qui ont réalisé JCVD et qui pensent le contraire, c'est un film anti-arabe et pro-juif. Et c'est dommage que des Arabes le captent pas, ça. Parce que, oui, parce que je suppose que les types qui ont fait le JCVD étaient un peu arabes quand même, hein, si on lit le film, comme ça au départ. Ou alors, c'est pas des Arabes, et c'est enfin, je sais pas qui c'est, c'est vrai que j'ai pas regardé qui étaient les réalisateurs, mais dans la narration, on sent que c'est eux qui parlent. Alors ça parle par la voix d'Arabes parce qu'il y a un discours intéressant de dire que avant les méchants c'était les Vietnamiens, maintenant c'est les Arabes, c'est tout à fait lucide. Mais le fait de dire que Jean-Claude Van Damme n'a jamais rien fait contre les Arabes, il l'a pas fait consciemment, mais en représentant Frank Dux et en travaillant pour Hollywood, il a forcément travaillé pour les Juifs pro-israéliens anti-arabes. Et d'ailleurs dans Bloodsport, vous avez une caricature de Saddam Hussein ridicule, le type s'appelle Sadiq Hossein. You come upstairs with me for an interview. Like hell, let go of me. You want Hussein, no? No, Hussein is an asshole. What did you call me? You want me to spell it out for you? Leave the girl alone. He's the American shithead who makes tricks with bricks. Guess the Kumite starts one day earlier this year, huh, fellas? Look, guys, let's all just calm down, okay? She's coming with me upstairs. No, I'm not. If we have to fight for her, then both of us would be thrown out of the Kumite. Just for her? We could arrange this another way. Do you gamble? What is bet? You hold this. If I can grab it before you close your hand, I get the girl. If I cannot, she's yours. Very good. What? You can't do this. Just relax. Take it. Oh, geez, Frankie, I hope you know what you're doing. Ready? Go. Ha! You lose, American asshole. Looks like she's mine. Now leave the lady alone. You understand that? Now I'll show you some trick or two. L'arabe, c'est une caricature d'arabe en plus, hein, qui tape les femmes, qui triche, avec une dent en or. Le type, on est en 88. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on revient au début de la vidéo où je vous dis que les films induisent le futur, les films judéo-protestants, les films juifs sionistes, c'est que
Bush va être élu en 89, et Bush, c'est évidemment la guerre en Irak, contre Saddam Hussein. Or, dans Bloodsport, il y a la propagande anti-Saddam Hussein avec le personnage de Sadiq Hussein. Le type, vous allez voir la caricature que c'est de l'arabe, quoi. Et c'est là que j'attire votre attention entre la différence de lisibilité, si vous voulez, entre la différence de rapport émancipatif entre l'Europe résiduelle catholique, on va dire, et le judéo-protestantisme totalement sionisé, si vous voulez. Parce que les protestants, eux, ils sont totalement anti-arabes sur le modèle juif, parce que ils ont un psychisme inversé, parce qu'ils ont été allés superficialiser dans la nature. Et au lieu de remettre en cause, par exemple, la tutelle de l'Angleterre, qui les maintient dans le mauvais sens pour eux, d'où la City Wall Street et le fait que les Américains ne sont que les bourrins qui font le travail de sape pour les Anglais avec la reine d'Angleterre derrière, on va dire. Oui, non, mais tout ça, il faut le comprendre, parce que si vous allez plus loin et que vous réfléchissez à l'assassinat de Kennedy, qui était un catholique irlandais, vous vous apercevez que c'est les cercles élitistes américains reliés à la vieille Angleterre qui sont derrière l'assassinat de Kennedy. Et là, vous vous posez la question de savoir l'antagonisme entre catholiques irlandais et protestants extrémistes anglais, et ce que ça a donné dans les déportations quand ils sont allés coloniser les Amériques. Parce que quand Kennedy... c'est un immigré irlandais catholique, mais il y a les immigrés protestants qui les massacraient à l'époque de Cromwell déjà. On retrouve le même antagonisme aux États-Unis, ce qui permet un peu plus de comprendre l'assassinat de Kennedy quand il a voulu stopper les erreurs de déportation que les Anglais poussaient les Américains à continuer. Et on en revient au Vietnam. Kennedy voulait en sortir et il a été assassiné parce que les judéo-protestants pro-anglais, le couple Windsor-Rothschild, depuis la défaite de Napoléon, c'est les Rothschild qui ont la main mise sur l'économie anglaise. Les Américains que les Anglais ont envoyés se déporter dans la nature sont poussés dans la mauvaise direction à dégrader le monde au profit d'Israël, parce que derrière tout ça, il y a le couple Windsor-Rothschild et la City Wall Street. Donc les Américains sont bien le bras armé, si vous voulez, des Anglais, de manière subtile. C'est pas quelque chose de facile à décrypter. On parle d'inconscient collectif. Jack, what do you think about the hearing? I want to correct what I stated before. If he was vice president, remember I said he was vice president? Yes, I did when I mentioned about Adlai Stevens. If he was vice president, there would never have been no assassination of our beloved President Kennedy. Would you explain it, Jack? Well, the answer is the man in office now. Well, I bet you that President Johnson is going to be real pleased when he finds that now they're calling me the #1 bomber. And George Christian said, "Oh, don't be too sure." He says, "You know, LBJ, he never likes to be #2. He was so angry. He had a violent temper when he was upset. Well, let's use the exact words that he said to you. What did he say to you? He grabbed me by the arm, and he had this deep voice, and he said, "After tomorrow, those SOBs will never embarrass me again. That's no threat. That's a promise." And it startled me, really. Qui est plutôt d'origine catholique, va faire le tapin pour ce genre de choses, il faut vraiment qu'il soit désespéré dans sa quête personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et ça a trait à l'inconscient collectif, et ça devrait poser les questions à chacun de se dire, est-ce que je comprends bien la culture pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, si vous voulez? Parce que qu'un arabe soit admiratif des États-Unis, alors que les États-Unis dégradent le monde arabe au profit du judaïsme, ça veut dire que c'est pas un arabe musulman, mais c'est un arabe sionisé globaliste, si vous voulez. Il a le droit, à la limite. Mais c'est pas porter beaucoup d'attention à sa propre culture, c'est ça que je veux dire. C'est pas beaucoup respecter sa culture. Alors après, évidemment, il y a toujours le fait de dire oui, moi par exemple, j'aime pas les catholiques, c'est des hypocrites. Oui, dans ce cas, il faut proposer mieux. Mais se soumettre à des cultures par le gauchisme qui sont plus superficielles et qui font les poches de l'héritage, ça revient à délégitimer complètement la critique qu'on fait des régimes, si vous voulez. Bon, bref, c'est pour vous dire que le film où Van Damme
bat Sadiq Hussein, induit l'arrivée de George Bush et la confrontation à Saddam Hussein. Et c'est évidemment Hollywood qui l'impulse inconsciemment, si vous voulez. Hein, ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Sadiq Hussein, c'est qu'il a une dent en or, et que Van Damme lui casse, et qu'il y a quelqu'un qui pique la dent en or. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi la symbolique de cette histoire des dents en or. C'est que Saddam Hussein est un type, au départ, qui n'est pas vertueux. Hein. C'est un type qui est mis en place par la CIA pour renverser le gouvernement irakien à l'époque, hein, qui était un gouvernement plus de partage collectif, hein, et plus nationaliste. In the early 70s, OPEC didn't like what we were doing in Israel. Same old story. And so they cut off our oil supplies. So some of you will remember these long lines at the gas stations. And we feared we were going to have another depression like the 1929 depression. And so the U.S. Treasury Department came to me and other economic hitmen and said, listen, you know, we can't allow OPEC to blackmail us anymore. You guys got to come up with a plan so this will never happen again. We knew that that plan had to involve Saudi Arabia because it had more oil than anybody else. The deal we finally struck with the House of Saud was a deal whereby they would return almost all the money they made from selling oil to the United States, invested in U.S. government securities. The U.S. Treasury Department would use the interest from those securities, which over the years has amounted to trillions of dollars, to hire U.S. companies to westernize Saudi Arabia, build petrochemical complexes, desalinization plants, whole cities out of the desert, McDonald's and all the other things that go along with our Western culture. The House of Saud would also agree to keep the price of oil within limits acceptable to the oil companies, possibly not acceptable to you and me, but acceptable to the oil companies. And this is very, very important. They agree that they would never ever sell oil for anything other than US dollars. It was an amazing deal, the deal of the century. It was history-making, incredibly powerful deal that we struck with Saudi Arabia. The corporatocracy looked at this as an incredible success. I had done my job. We economic hitmen did a great job with that one. So we decided that Saddam Hussein ought to accept something very similar. Now, probably a lot of you know that Saddam has been our boy for a very, very long time. You may remember Abdul Karim Qasim, who was president of Iraq in the early 60s. Qasim came up with a unique concept. He said, Iraqi oil ought to go to benefit the Iraqi people. How novel is that? But we didn't like that very much. He began to tax the oil companies, particularly the British and some American companies, and threatened to nationalize our oil companies. And so we decided that Qasim had to go. The CIA sent an assassination team. It was headed by a man who was still going through high school, an Iraqi citizen who was still going through high school. They riddled Qasim's car with bullets on the streets of Baghdad and missed him. The head of this assassination team was wounded and fled to Syria. His name was Saddam Hussein. He was a CIA agent in those days, an assassin for us. He failed. He was our boy. He was our man. And so, and we sold him a lot of, and gave him a lot of tanks. We built him, Bechtel built him big chemical, I ought to know, my father-in-law was chief architect at Bechtel, built Saddam big chemical plants that were used, and we knew that they were used to make mustard gas and other chemical weapons that were being employed against the Kurds and later the Iranians. We knew this, but we sold him these things. You have to remember that Middle Eastern oil is the oil that's used by a great deal of Europe and China and Japan. If we control Middle Eastern oil, we control our biggest potential
competitors, Japan, China, Europe. So it's very important that we do. Donc Saddam Hussein est poussé par la CIA pour renverser le gouvernement. Et puis après, évidemment, Saddam Hussein n'est pas encore assez superficiel, hein. Il est pro-palestinien, et puis il est laïque socialiste avec des écoles, des trucs comme ça. Donc ça convient pas aux Américains. C'est pour ça qu'après avoir dégradé l'ancien modèle par Saddam Hussein, il dégrade Saddam Hussein à son tour, si vous voulez. Et Saddam Hussein a un problème, c'est il a la complaisance dans les armes, si vous voulez. Il y a une certaine forme de gauchisme, mais pas sioniste, un gauchisme plutôt encore pro-palestinien, si vous voulez. Ce qui fait que, là dans le Nord, ça symbolise la faille de Saddam Hussein par laquelle les judéo-protestants vont entrer pour piquer le patrimoine irakien. Je vais vous le dire autrement, les Anglais et les Américains au cours de l'histoire ont toujours visé, pour leur modèle économique, des gauchistes dans d'autres cultures qu'ils ont financés pour détruire, par des révolutions colorées, d'autres gouvernements qui leur barraient la route au niveau de la contamination avec Israël au centre des impulsions. À la fin, le gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions n'est que la conséquence, dans le temps, des guerres de dégradation américaine qui, en visant les gauchistes, en les armant pour faire tomber des régimes antagonistes, superficialisent la planète au profit de la superficialité collective, dont le judaïsme tire parti, si vous voulez. Donc, là dans le nord de Sadiq Hossein, on voit bien ce que ça induit dans l'inconscient collectif, c'est le fait de dire il y a une porte d'entrée en Irak, on va aller faire les poches par des révolutions ou par une guerre avec des fausses accusations pour piquer l'héritage, parce que Saddam Hussein est un type qui a trahi au départ en étant financé par la CIA et que donc il a une faille qui le relie aux judéo-protestants, si vous voulez. Vous voyez Bon, voilà, après, on peut aller plus loin, on peut dire que si la Syrie aujourd'hui est dégradée, c'est parce qu'elle a participé, elle aussi, à dégrader l'Irak au moment des guerres de George Bush. Dans la coalition formée par George Bush, malheureusement, la Syrie, qui était alors tenue par le père de Bachar al-Assad, s'était engagée aux côtés des Américains. Ce qui fait que ce pays, quand il a voulu résister, comme Saddam Hussein, à un moment, il a trahi pour prendre le pouvoir, mais après il a bloqué, si vous voulez. Donc ils s'en sont pris à Saddam Hussein pour le faire tomber, pour dégrader encore. Eh ben, la Syrie, le régime de Bachar al-Assad, aujourd'hui est obligé de payer les pots cassés des décisions du père de Bachar al-Assad d'aller dégrader l'Irak pour les Américains. C'est pour ça que je dis, faites bien attention, si vous ne correspondez pas à la mouvance globaliste et judéo-protestante, ne faites pas les tapins pour ces gens, car vous serez toujours pas encore assez superficiel pour eux, ils voudront toujours vous dégrader plus. Regardez Van Damme, il a fait le tapin, donc là, en 88, pour le système judéo-protestant, qui induisait à terme d'arriver à Clinton, hein, la bonne femme, la gauchiste, si vous voulez. Et aujourd'hui, Van Damme, qui n'est pas aussi superficiel que ça, il essaye de sauver sa peau par rapport à la décadence collective en se réfugiant du côté de Poutine qui tient encore la route ou du côté de Trump plutôt que de Clinton. I don't know if you heard about today, there was a huge cyber attack that happened. Twitter was shut down, Airbnb, all these major sites. And cyber warfare is like a big hot button issue. I'm curious, do you think that these cyber attacks can have any effect on the outcome of the election? Election. I would like to talk to you and to give an answer, but then you have to promise me that I can talk for like, let's say 2 minutes without being interrupted. Sure, go ahead. Because I love America, and I came here with nothing, and I became a star because of these people, and I'm very well in America. But America right now has to be treated like a business because you guys have a problem. I'm traveling around the world.
I live in Hong Kong. I come to America. I go to Europe. I met Putin face-to-face few times, Berlusconi and other people in China. I met Mr. Trump. Right now, when a guy has invested, let's say 2, 3, 4, 5, 6 billion in his country, he wants to protect his interest. So right now, it's no more time to talk about cyber attack. No more time to talk about nothing else than to fly to Russia, to have a vodka with Mr. Putin, and to try to make peace, because all the rest are weak countries, except America is strong and Russia is strong. So they have to shake hands. And all that stuff about the hair and the Clinton and the insult, the locker room talk, I mean, do you know how many guys I know who say the word P-U-S-S, you know what, many, many times a day? Guys, you're talking about the wrong things in politics. Right now, you need a guy like, I would say, look, I love my brother Muslim. They love martial arts. Right. I love them. I love everybody on earth. Right now, we need Donald Trump. Et s'il n'avait pas fait le tapin à son époque, par effet de domino, il ne serait pas obligé aujourd'hui de se défendre de ces gens qu'il a participé à mettre en place progressivement. Je vais vous le dire autrement, dans un autre registre, parce qu'on ne peut pas tout à fait complètement les comparer. Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, il critique à juste titre la guerre en Syrie et la guerre en Libye, qui sont des guerres néocoloniales totalement immorales, si vous voulez. Mais lui, il a fait l'Indochine et l'Algérie. Donc, c'est-à-dire que lui, il a travaillé pour un système colonial qui a induit, parce que les gens ne savent pas s'arrêter et pas se tenir, un néocolonialisme plus dévirilisé, si vous voulez. Il faut aussi savoir se remettre en cause. Les gens, à force de ne pas faire d'efforts à chaque génération, induisent que ce soit pire à chaque fois, si vous voulez. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser la question... Moi, j'ai rien contre Jean-Marie Le Pen, si vous voulez, je le connais pas. Mais je dirais, il faut aussi se remettre en cause. À son époque, il a fait le tapin pour un système, je vais le dire autrement, qui induisait sa dévirilisation. Alors après, on peut sauver Jean-Marie Le Pen ou Jean-Claude Van Damme en disant, oui, mais il y a des limites au délire, quoi, si vous voulez. On peut pas arriver dans un système globaliste pro-pédophile, à la limite. Il y a une limite de décence. Et peut-être qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, quel était ce que chacun a fait le tapin à son niveau, il y a des limites, si vous voulez. Alors dans ce cas, oui, effectivement, on peut sauver les meubles comme ça. Mais politique, restons droits, parce que oui, si jamais un ouais. monsieur, bon, il va pas gagner, il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez Je dis c'est au-dessus de tout ce qu'on parle. Oui. Ok. Donc comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent aux élections. Oui. Et il y a des gars comme Donald Trump qui ont quoi, 10 billions d'euros. C'est pas lui qui dépense le plus. Enfin, il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il montre les papiers. En tout cas, il a peut-être plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paye mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes avec le Middle East. Mais ce qui dit dans un sens, se retirer du Middle East, c'est... Attendez, c'est leur foutre la paix. Bien sûr. Chacun a une philosophie... attendez, parce qu'on m'a demandé... Monsieur Van Damme, vous connaissez la politique? Bien sûr, bien sûr. So I'm aware about that. Merci Jean-Claude. Mais ce que j'aimerais... Chaque enfant à l'âge de 3 ans savent le mot être conscient. En Amérique. Et en France aussi. Donc, conscient, aware. Mais je veux dire par là que... Non mais Jean-Claude Van Damme, restons sur Trump, sur lui-même, à l'intérieur de son camp. Je reste sur Trump. Mais le plus important, c'est sauver la planète. Oui. OK? Ça, c'est le but principal que les gens oublient. Parce qu'on a tous... Je mets Trump sur le côté. Oui. Trump... Je ne vois pas qu'il n'a pas le temps de voir ça parce que c'est un monsieur qui fait du business, il adore son pays, il adore ses gens. Il a une manière de parler qui est très droite. Il dit ce qu'il pense. Il choque parfois beaucoup. Il choque les gens, mais à la maison, quand tout le monde à la maison disent tous qu'il va se faire chier, tout ça, qu'on le dit à la TV, c'est pareil. D'accord. Quand il dit que les musulmans ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. D'accord. Mais parfois, il faut quelqu'un
qui est, comment on dit... Quelqu'un qui dit quoi, que tous les Mexicains sont des violeurs, que toutes les femmes sont des connes Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis mexicains. Dans le sport, dans les affaires. Excusez-moi si je prends un peu le dessus sur le journal, mais j'ai un peu envie de m'exprimer en tant qu'acteur, parce que, bon d'accord, les coups de pied de karaté, tout ça, bon, il faut passer quelque part pour gagner sa vie. Mais je veux dire par là que dans la politique, pour l'instant, il y a un grand bordel. Parce que tous les gars, ils sont sur les podiums et ils parlent de couilles, de ceci, de cela. Mais l'importance, c'est de mettre un pays droit. Et l'important, je crois, c'est que quand même, les pays du Middle East, c'est des gens qui... Regardez, les résistants français, ils se sont mis du côté des judéo-protestants et ils ont permis la dégradation de la vieille Europe au profit de l'assimilation progressive du modèle français, notamment par les Américains. Hein, on arrive au marché transatlantique. De la même manière qu'après la dégradation de la catholicité française par la Révolution française pensée par les francs-maçons anglais, on a, après le sursaut napoléonien qui a dégradé l'Europe au profit du libéralisme anglais sans le faire exprès, et qu'il a été poussé contre les Russes et qu'il est perdu à ce moment-là, si vous voulez, après la France se soumet au libéralisme anglais, et ça donne l'ère du culte de la science, les Frères Lumière, la Tour Eiffel. Et la France, donc, est impliquée dans la dette que ce modèle superficiel induit. Et donc, on va maquiller ça par des guerres de masse, et on va faire payer ceux qui étaient le moins pires, quoi, qui s'étaient le moins impliqués dans le colonialisme, les Allemands. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Et, au fur et à mesure, on dégrade tout, si vous voulez. Et donc, je dis, les résistants français, en 39-45, ont participé à faire les poches à l'ancien modèle, en se mettant du côté des judéo-protestants. Et ils en ont été récompensés, en étant, pour De Gaulle, dégagé par mai 68, pensé par les Américains, et pour d'autres comme Enrico Mattei, en étant carrément assassinés quand ils ont voulu proposer leur propre modèle. On n'est jamais récompensé de faire les tapins pour des gens plus superficiels qui visent à piquer l'héritage, si vous voulez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut comprendre la différence de culture. Alors, en plus, il y a un double problème, c'est que, les Européens, normalement, sont plus costauds émancipativement, ce qui fait que Van Damme, normalement, il ne devrait pas aller faire le tapin pour les Américains, mais bon, il le fait, hein, je veux dire, c'est de l'inconscient collectif, et c'est pas évident de comprendre tout ça. Il y a le manque de lisibilité par rapport aux protestants qui sont plus superficiels, mais c'est subtil, hein, il y a une grande... c'est très mince, hein, des fois, la différence. Mais en plus, derrière les Américains, il y a les Juifs sionistes qui sont encore moins lisibles parce qu'ils sont encore plus superficiels. Ce qui fait que parfois, vous pensez que vous êtes du bon côté alors que vous mettez votre énergie au service de gens totalement malsains, si vous voulez. Et ils sont d'autant plus malsains qu'on le voit dans leurs films. Excusez-moi, quand vous prenez par exemple Double Impact, le type qui joue l'asiatique, de manière inversée, il finit électrocuté. C'est, en Asie, la complaisance dans le culte des technologies où les Américains vont faire fabriquer leur technologie en Asie, les Américains. Hein, la déportation laxiste les conduit à ça. Et ils continuent leur contamination, après avoir perdu au Vietnam, ils essayent de revenir par les effets de mode, à pousser en Chine, à Hong Kong, ils reviennent même au Vietnam dans Kickboxer pour prendre leur revanche avec Van Damme encore, qui fait le tapin pour venger son frère qui a perdu au Vietnam. On va le dire comme ça, c'est la symbolique. Hein. Le film Kickboxer, c'est le frère de Van Damme. On est dans les années 80-90, c'est-à-dire la guerre de Vietnam, c'est 60-70. Ils y reviennent avec Van Damme par les effets de mode dans les années 80-90. C'est pour ça que la symbolique du frère que le personnage de Van Damme veut venger et qui a été paralysé par un Vietnamien, c'est la symbolique de l'Amérique bloquée au Vietnam et qui essaye de revenir, si vous voulez. Et Van Damme va se venger contre un méchant Vietnamien, si vous voulez, avec des accusations totalement inversées. Et dans Double Impact, le fait que l'Asiatique que Van Damme bat, et qui est un type qu'on trouve dans Bloodsport, qui jouait le Sud-Coréen, qui est Bolo Young, le fait qu'il finisse électrocuté, c'est foutre le châtiment légitime des Américains à se complaire dans le culte de la science et à contaminer tous les autres comme ça. Ils mettent leur propre châtiment de manière inversée sur le dos du type qu'ils essaient de contaminer et qui joue le méchant avec un œil en plus. Vous allez voir le symbole du Dajjal avec un œil crevé, quoi.
vous réfléchissez à ce qui anime la sous-jacence de la culture anglo-saxonne, vous trouvez Odin. Or, Odin, il a qu'un œil. Parce qu'il a troqué sa spiritualité, l'œil gauche, contre la science. Et c'est pour ça qu'il finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir. On peut dire qu'il est aspiré par le judaïsme à la fin. Hein. Et c'est ça, hein, la culture nordique, quelque part. Et le fait de faire porter à Bolo Jung la caractéristique d'Odin et du Dajjal, alors que c'est eux qui, par leur contamination, le représentent, moi, m'a fait tilter sur le fait que ils méritent un châtiment pour les crimes qu'ils font, et ils le font toujours porter de manière inverse sur les autres, ce qui fait qu'ils savent pas, de manière inconsciente, comme ils sont négationnistes, au niveau émancipatif, tout est inversé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème d'inconscient collectif et de psychisme humain, si vous voulez. Alors moi, je suis pas comme Van Damme, je suis pas dans la mouvance judéo-protestante, et moi, je suis lucide par rapport à ça. Je vois ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand culturellement vous avez été lobotomisé, qu'on vous a dit que les Américains c'était les libérateurs de la France, alors qu'ils ont mis en place la Seconde Guerre mondiale pour maquiller leurs dettes et faire la poche à l'héritage, notamment français, parce que ils sont pas capables de remettre en cause la tutelle anglaise et qui, pour les Anglais, ils continuent l'antagonisme entre catholiques et protestants. Hein, c'est dire l'état d'enfermement des Américains. C'est pour ça qu'ils sont totalement manipulés par les juifs sionistes, parce que leur psychisme est totalement inversé et qu'ils sont envoyés superficialisés dans la nature par les Anglais et qu'incapables de se défaire de la tutelle des Anglais, ils travaillent pour eux à dégrader les autres. Hein, c'est ça la lutte subtile que Mitterrand appelait la lutte à mort entre les Français et les Anglais, si vous voulez. Ça remonte à Jeanne d'Arc, hein, on peut parler avant de Charlemagne, hein, qui était un franc du côté allemand, mais qui s'est allié avec Rome et qui a été mater les Nordiques chez eux et les convertir de force au christianisme. Aujourd'hui, on assiste à des conversions inversées, à de l'antichristianisme. C'est-à-dire qu'avant, on allait convertir de force les gens à la chrétienté. Aujourd'hui, de manière subtile, on convertit les gens à l'antichristianisme pour au profit du judaïsme, si vous voulez. Et ça, c'est particulier, quoi. Et donc, je dis, bon, moi, je fais pas une vidéo pour critiquer les uns les autres, je dis, voilà la réalité du monde subtil, et qu'on ne perçoit pas forcément, vous voyez. Et là, le personnage de Jean-Claude Van Damme, donc, illustre tout à fait les Européens qui vont se paumer à faire les cons pour les Américains et qui aujourd'hui se retrouvent à se dire, bah moi, je suis plus avec Trump et Poutine parce que ça part en vrille, si vous voulez. Mais à leur époque, ils ont participé à ce que ça parte progressivement en vrille. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Le Pen, hein, on va pas dire, même si c'est pas le même niveau, si vous voulez, mais excusez-moi, on peut être anti-néocolonial, mais dans ce cas, il faut être clair, il faut être anticolonial. Parce que c'est de la déportation dans d'autres cultures, si vous voulez. Alors on peut dire que le colonialisme est plus viril que le néocolonialisme, mais en l'occurrence, dans l'absolu, ni l'un ni l'autre sont bons, si vous voulez. Comment vous dire? C'est pas un hasard si les Français ont perdu leur colonie. Il s'agit bien des résistants français qui, après-guerre, se sont fait piquer les colonies résiduelles françaises au profit d'une assimilation progressive par des compagnies privées anglo-saxonnes. Le fait d'avoir fait le tapin pour les judéo-protestants en 39-45 contre les anciens régimes a permis aux Américains de dégrader le patrimoine français et de se récupérer leur héritage colonial. Hein, l'Indochine, après, ça donne le Vietnam. Les Français sont dégagés, c'est les Américains. Alors les Russes les bloquent, si vous voulez. Et comme ils l'ont mauvaise, ils continuent. Mais de toute façon, voilà, quoi. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se déporter dans d'autres cultures et qu'en général, il vaut mieux rester chez soi à travailler à sa propre culture. Et ça se terminerait sur cette note-là. Je vous ai mis une vidéo pour parler de l'inconscient collectif, si vous voulez. Moi, je ne vais pas critiquer Van Damme pour avoir réussi ce qu'il a fait. Mais on va dire que son courage, il l'a mis dans le mauvais sens, ce qui est dommage. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Voilà.
I was sitting with my wife in a French restaurant, and here comes one of the waiters, a handsome young man, holding 2 plates of soup. And he says to me in French, "Vous êtes Monsieur Golan?" I said, "Yes, I'm Golan." He picked up his foot, right foot, and he rubbed my head. The soup did not move. I kick above his head, and he give me, "My friend, tomorrow, come to my office, we'll talk you and I business." And I go to his office, and I try to provoke some sorts of dialogue. And I took my shirt, my jacket, and I show, I've got muscle. I can do the split. So I take a chair, I pull back for the vision, I go, wow, in the split position. I can be a fighter, write everything for free. He said, Van Damme, maybe I gave too much. Sit down. Michael Dudakov is a star. What can I do with the split? The muscle. I need acting. Sorry. I go, Menachem, please, may not get to... I was like... I break down. And he looked at me like, with this big heart. Like, don't go next to me like this. Sit down, okay. And he see me, I'm so sorry. I'm sorry if I cry, I'm fucking sorry. And then he think, Karin, bring me Bloodsport. And she come and he go, you want to be a movie star? I'm gonna make you a movie star. Low-budget, highly commercial action films are Cannon's stock in trade. Critics call them exploitation movies, pandering to the lowest cinematic taste. Cannon was my favorite film company as a kid. When we saw that logo of those steel seas coming together, that we're like, oh, it's a Cannon movie, it's going to be awesome. You knew there was going to be guns, you knew there was going to be chicks, you knew there was nudity, there was violence. Cannon was synonymous with awesome in the 80s. There was no other film label that did that. Hello, this is David Duke, and today I expose the Hollywood bastards. Just how sick is Hollywood and the mass media? The Jewish bosses of Hollywood gave 8 Academy Award nominations to the film Inglourious Basterds. 90% of mainstream media critics say the movie is great. In fact, Inglourious Basterds is a sick, sadistic movie that glorifies torture, sadism, disfigurement, and cold-blooded murder. It sends a message to millions of young and impressionable viewers that sadistic torture is great fun, even cool. It's bad enough this movie was made at all. Even more telling is the fact that mainstream media critics love it. The film has an accurate title, Inglourious Basterds. That's exactly what they are. But it's not just the characters who are the bastards. So are the film's producers, directors, and actors. And so are all the owners of media that promote this sick garbage. They are all Hollywood bastards. Here's the Weinstein brothers poster for the film. In the film, a baseball bat is used by a hate-filled Jew to bash out the brains of unarmed, defenseless German prisoners of war. The victims are not even Germans accused of any war crimes, but just ordinary German soldiers. The film stars Brad Pitt and co-star Eli Roth. They lead a troupe of Jews whose whole purpose is to murder, torture, and terrorize. Here's a clip where German soldiers have been captured. One is asked to betray his fellows. He remains silent and keeps his honor. I respectfully refuse. Then the, quote, bear Jew is sent in to bash his brains out with a baseball bat. The movie portrays this sadist like a hero in a spaghetti western. He makes a grand entrance with cool music to the cheers and laughter of his fellow Jews. He then bashes out the brains of the unarmed, helpless prisoner.
With sadistic bloodlust, he continues to beat out the victim's brains as he lays helpless, his body jerking in the throes of death. Then he dances with the cheers of the rest of the Jewish killers. The Bastards then shoot another soldier in the back of the head, make the last soldier talk, then they torture and disfigure him by sadistically carving a swastika in his forehead while cracking jokes. The film also shows Germans being scalped. As Joel Stein recently bragged in the Los Angeles Times, Jews totally run Hollywood. The Jewish extremist Weinstein brothers made this film, along with the Zionist extremist Lawrence Bender. Their Chavez Goy, Quentin Tarantino, directed the film. Long ago, he learned to dish up the sick, bloody, violent fare demanded by the Jewish bosses. Zionist Bender, co-producer of Bastards, said this to Tarantino: "As a member of the Jewish tribe, I thank you, mother effer, because this movie is an effing Jewish wet dream." Co-star Eli Roth calls Bastards, quote, Jewish porn. He says, quote, "It's almost a deep sexual satisfaction of wanting to beat Nazis to death, an orgasmic feeling. My parents are very strong about Holocaust education." And now you know the real purpose of Holocaust education. It's a weapon used to justify hate against Jewish enemies in the name of the Holocaust. Jews have committed the ethnic cleansing, terror, murder, and torture of the Palestinian people. In the name of the Holocaust, they tell us constantly how they have the divine right to drench our society with what Roth calls torture porn. Bender calls a Jewish wet dream. This movie is the Jewish way of hate and revenge, not the Christian way, not the Western way. The Western code of honor is that torture and sadism is an evil crime against humanity, no matter who the victim is. In war, all enemies are painted as evil. If people are taught that torturing your enemies is okay, even cool, then every side will use it, and we will sink into a world of utter barbarism, and that's exactly where we're headed. Manis Friedman, a famous Jewish rabbi of Chabad, says that he, quote, doesn't believe in Western morality. In a Jewish magazine, he said, quote, "The only way to fight a moral war is the Jewish way. Destroy their holy sites, kill men, women, and children, and cattle." Israel terrorized, ethnically cleansed, murdered, and tortured a whole people, the Palestinians. And now the Hollywood media basically says, so what? Or paints the Jews as the victims. Alan Greenberg in the New York Times wrote matter-of-factly that Israel tortures at least 500 Palestinians a month. That's 6,000 human beings tortured by Israel every year. Bender told the Jewish Journal magazine how excited he is, quote, to take this movie to Israel. How many Palestinian victims will suffer from Jews revved up by this new piece of Jewish hate? And it's not just Jews who were taught sadism and bloodlust from Hollywood. No wonder Iraqi prisoners were tortured and even homosexually raped at Abu Ghraib. My God, this is not the America that I grew up in and believed in. There were Israelis at the prison organizing it, yes, but still Americans proudly photographed themselves with their prostrated, suffering victims. Ghraib will forever be a stain on America's honor. Another example is the evil promoted by the super Jew of the film, Eli Roth. He's the king of a whole new genre of film called torture porn. Roth's films such as Cabin Fever and Hostel are meant to excite people with sadism combined with sexual arousal. There are horrific scenes of sobbing innocent men and women sexually abused and dismembered in torrents of blood. God knows how many sick people will be inspired to play out such sick fantasies on the innocent. Crimes of torture, rape, and bloodlust are at all-time highs wherever Hollywood is king. Society imitates film. How is this Jewish king of torture porn treated in our mass media? He gets the red carpet, and he's honored by every celebrity magazine. They all tell the world how wonderful he is. Roth's Hostel torture porn got a 60% positive reviews from the mainstream press. The media is run by a bunch of sick Bastards. Notice that the same media that glorifies torture tells you that I'm an evil person. Yeah, I'm evil to them because I don't want my children or your children to live in the sick world they're creating. Hollywood makes thousands of films that make drug and alcohol abuse cool and fashionable for young people,
Ultimately, millions of lives are lost or ruined by these films. Hollywood bastards promote sexual incontinence, degeneracy, every kind of sick perversion. How many hundreds of millions of human beings have suffered disease, sterility, even death from the degeneracy they promote? How many families are destroyed? A Jewish professor, Nathan Abrams, recently boasted of the paramount Jewish role in porn films, bragging that they are run by Jews, motivated in part by hatred of non-Jews. Writing in the Jewish Intellectual Quarterly, he quotes Jewish porn kings. He says they are motivated by a Jewish, quote, atavistic hatred of Christian authority. They're trying to weaken the dominant culture in America by moral subversion. Pornography thus becomes a way of defiling Christian culture, unquote. If you don't believe me, go to my website, davidduke.com, read the documentation, and read the article for yourself. The Jewish Journal quotes Bastard's producer Lawrence Bender, calling him a, quote, prominent Hollywood liberal and pro-Israel activist. Inglourious Basterds brings together his greatest passions, movies, politics, and a cherished Jewish identity. Bender has leveraged his political clout to support causes he cares about, unquote. Now, why should Bender's wet dreams and Roth's Jewish porn be rammed down the throats of the world? The media hates me because I dare to expose the evil of Hollywood. But I also know that millions of people agree with what I'm saying here. I know that because I was elected to the House of Representatives in Louisiana, and because I received over 60% of the European American vote in elections for United States Senator and Governor. I know that millions of you can hear what I'm saying. Alors il y a peut-être une solution, hein? Si on se mélangeait les noirs avec les blancs, les femmes noires coucheraient avec les hommes blancs, les femmes blanches coucheraient avec les hommes noirs, mais dans 3 générations, on serait tous métis, on serait tous café au lait, on serait tous pareils, tous égaux, tous unis, pour aller péter la gueule à ces salauds de Chinois. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Ce soir, pensons à demain, quand nos petits gamins seront chinois. Ils ont fait couler toutes nos boutiques du sentier. Ils courent plus vite que nous et eux, ils se font pas rattraper. Ils ont pris tous nos pressings, ils ont pris tous nos cafés. Même dans un resto italien, tu peux te prendre un menu C. Te prendre un menu C. Ce soir, donnons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois.